démocratique du Congo élit à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvrira le 9 septembre 2025. La commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre l'ancien ministre des Finances, l'honorable Nicolas Kazadi, a été installée officiellement par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. Les commandants de la 11e brigade spéciale d'intervention et le commandant adjoint des task force de Kinshasa en charge des opérations et renseignements Dédé Kalambaï ont co-présidé une parade mixte de la garnison de Maluku. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le journal avec Naomi Mbenza. Grande et joie de vous savoir très nombreux pour suivre cette session d'information de ce mardi 3 juin 2025 sur les antennes de Karinkino Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette session à la plénière du lundi 2 juin 2025 à la Chambre basse du Parlement a jugé recevable le projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Reportage de Jules Poulepi. À 13 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025, l'Assemblée nationale a procédé le lundi 2 juin à l'examen du projet de loi de finances rectificative exercice 2025 porté par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, qu'accompagnait la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele. Cette démarche s'inscrit dans le prescrit de l'article 26 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques qui stipule que seule une loi rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi de finances de l'année. Avant l'entame de l'examen de ce projet de loi qui apporte de l'éclairage sur les modifications du budget en cours, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a invité les élus à un examen sérieux de ce projet de loi au vu du contexte dans lequel il est exécuté. En effet, le contexte étant très marqué par la montée à puissance de la sécurité dans la partie orientale du pays, le Mineta Aimé Boji a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi de finances en cours d'exercice, rappelant avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, le ministre du Budget renseigne que les statistiques d'exécution budgétaire disponibles font état d'un niveau de recettes totales réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44 milliards 840 000, soit un déficit budgétaire de 180 milliards de francs congolais. Cependant, les recettes courantes ont atteint 101,9% des réalisations à fin décembre 2024 par rapport à la prévision de 25 473 milliards de francs congolais. Sur décision de la plénière souveraine, le débat se fera en commission économique, financière et contrôle budgétaire. Tout député désireux d'apporter une amélioration à ce projet peut le faire par amendement ou en participant au débat en commission, conformément à l'article 46 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Option prise dans le but de préserver les secrets de la défense contenus dans ce projet de loi. En guise de clôture de cette plénière, la composition de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation à l'encontre du ministre d'État Constant Moutamba est élue par le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale Jacques Njoli. Restons sur le même chapitre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, séjourne à Cotonou, au Bénin, pour prendre part à la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Encore une fois de plus, ce reportage est signé Jules Poulepi. À l'issue de la plénière qu'il a présidé le lundi 2 juin sur l'examen du projet de loi de finances rectificative exercice 2025, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'est envolé pour Cotonou, capitale économique du Bénin, pour prendre part à la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est ouverte dans la matinée au Sofitel Hôtel de Cotonou. À la tête d'une délégation de députés et sénateurs du Parlement congolais, dont ceux de la section APF-RDC, Vital Kamerhe a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernadette Gantin par
par l'ambassadeur de la RDC au Bénin, Yemba Lohaka. Pendant 3 jours, soit du 2 au 4 juin 2025, les parlementaires venus des pays d'Afrique francophone échangeront sous les thèmes coopération et défis communs, notamment autour du renforcement des institutions, de la solidarité parlementaire et des perspectives d'avenir pour une francophonie plus unie. Les discussions s'articuleront principalement autour de 3 axes majeurs, à savoir la francophonie africaine face aux mutations géopolitiques, la dividende démographique dans l'Afrique francophone et la facilitation de l'accès à l'énergie. Les participants vont aussi se pencher sur les activités de la diplomatie parlementaire en Afrique en procédant à une évaluation globale de la situation politique actuelle sur le continent. C'est une occasion de plus pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de porter encore une fois très haut, grâce à cette prestigieuse tribune internationale, la question sécuritaire à l'est de la RDC au lendemain de la mission de bons offices menée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa et à Kigali. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais échangera en tête-à-tête avec certains de ses collègues africains dans le cadre du matraquage diplomatique sur l'agression rwandaise en RDC. La 31e Assemblée de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie constitue une étape essentielle pour renforcer la concertation et l'action commune en vue de consolider la coopération parlementaire et de relever les défis de l'Afrique. Les recommandations qui en émaneront devraient contribuer de manière significative aux travaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue à Paris du 9 au 13 juillet prochain. Sachez également que la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général pour la Cour de cassation contre l'honorable Nicolas Kazadi a été installée officiellement par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. Jules Boulombi nous donne les détails. C'est au nom du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, que le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Njoli, a procédé ce lundi 2 juin 2025 à la mise en place officielle de la commission spéciale et temporaire devant examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction en charge de l'ancien ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi. Au cours de cette cérémonie d'installation, le rapporteur Jacques Njoli a dévoilé le membre du bureau devant conduire cette commission spéciale et temporaire, à savoir le député national Kibuka Kiakiese Raphaël, président, la députée nationale Nyong Nswami Marie-Josée, première vice-présidente, le député national Kashobo Kabonchi Denis, deuxième vice-président, le député national Soumei Kitenge Pierre, rapporteur, et le député national Bokundo Mukuli Pierre, rapporteur adjoint. Cette commission spéciale et temporaire est composée de 22 députés assistés de quelques personnels administratifs. Elle n'a que 3 jours pour finir le travail approfondi en vue de se prononcer à charge ou à décharge. Signalons que c'est ce mercredi 4 juin 2025 que les membres de la commission spéciale et temporaire vont boucler leurs travaux avant de présenter les rapports à la plénière de l'Assemblée nationale pour le vote. Et la République démocratique du Congo a été élue le lundi 2 juin 2025 à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va s'ouvrir le 9 septembre 2025. La République démocratique du Congo a été élue le lundi 2 juin 2025 à New York comme vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont l'ouverture officielle est prévue le 9 septembre prochain. Ces mandats constituent une reconnaissance internationale du retour progressif de la RDC sur l'échiquier diplomatique mondial. Il intervient à un moment stratégique à la veille du vote pour les membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, un siège auquel Kinshasa est officiellement candidate. Depuis son accession à la magistrature suprême en 2019, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé la diplomatie au cœur de sa gouvernance, multipliant les démarches auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux. La RDC a renforcé sa participation dans les enceintes internationales,
plaidant notamment pour des réformes structurelles, la paix dans la région des Grands Lacs africains et la valorisation des ressources africaines. L'élection de la République démocratique du Congo comme vice-présidente de la plus haute instance délibérative des Nations Unies illustre non seulement la confiance renouvelée des États membres, mais aussi la volonté du pays de jouer un rôle actif dans la résolution des défis mondiaux, climat, paix et sécurité de développement durable. La délégation congolaise à l'ONU s'est félicitée des sites avancés qu'elle considère comme un signal fort de reconnaissance des efforts de repositionnement diplomatique engagés depuis 5 ans. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce samedi à Kinshasa pour clôturer la campagne officielle de la RDC pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Quel rôle que doivent jouer les personnes qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies, surtout le rôle de dit non permanent, les explications dans cet élément souverain. Bientôt, la République démocratique du Congo va siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, bien qu'il compte 5 membres permanents, Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis, est également composé de 10 membres non permanents qui sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Ces membres non permanents élus selon une répartition géographique participent pleinement aux décisions du Conseil et peuvent exercer un rôle important dans les affaires de paix et de sécurité internationale. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres au total, dont 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Les membres non permanents sont élus par l'Assemblée générale tous les 2 ans. L'élection se fait à la majorité des 2/3 des voix de l'Assemblée générale. Les sièges des membres non permanents sont répartis selon des critères géographiques afin de garantir une représentation équitable de toutes les régions du monde. La RDC y postule et sera bientôt élue. Quel est leur rôle? Ils participent à toutes les réunions et décisions du Conseil. Ils peuvent exercer la présidence du Conseil de manière tournante pendant un mois. Ils peuvent être impliqués dans les missions du maintien de la paix et des efforts pour résoudre les conflits. Ils peuvent présenter des propositions et des résolutions. Ils peuvent jouer un rôle important dans la médiation et la négociation. Ils apportent une diversité de perspectives et de points de vue. Ils permettent au Conseil de mieux refléter les intérêts et les préoccupations des États membres. Ils peuvent aussi contribuer à la légitimité et à la crédibilité du Conseil. Ils peuvent jouer un rôle crucial dans la recherche des solutions pacifiques aux conflits. En résumé, nous allons expliquer de cette façon. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont des acteurs importants dans le fonctionnement de cet organe essentiel de l'ONU. Ils participent pleinement aux décisions du Conseil, peuvent exercer un rôle important dans les affaires de paix et de sécurité internationale et contribuent à la légitimité et à la crédibilité du Conseil. Et le ministère de l'Environnement et Développement durable a lancé ce mardi 3 juin 2025 les projets d'appui à la mise en place du système national de transparence sur les aspects inventaires et suivis de la CDN. Ces projets visent à renforcer les capacités nationales ainsi que les outils de transparence climatique. Laetitia Louvezo, c'est un reportage. La République démocratique du Congo a franchi un pas décisif vers une meilleure gouvernance climatique avec le lancement officiel du projet du système national de transparence axé sur les volets inventaire et suivi de la contribution déterminée au niveau national. L'annonce a été faite ce mardi 3 juin 2025 à Kinshasa par la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi, lors d'un atelier de haut niveau. Ces projets qui s'étendent sur la période 2021-2030 visent à doter la RDC d'un cadre technique robuste et autonome pour le suivi, la collecte, l'analyse et la transparence des données relatives
aux engagements climatiques du pays conformément aux exigences de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris. Avant les lancements officiels, le secrétaire général à l'environnement et le point focal climat de la RDC ont présenté les fondements techniques du système, insistant sur sa vocation à renforcer la crédibilité de la République démocratique du Congo sur le plan international et à rassurer le partenaire sur la transparence des actions climatiques engagées. Dans son allocution, la ministre d'État, F. Bazaïba Massoudi, a réaffirmé la position de la RDC en tant que pays solution face aux enjeux climatiques mondiaux, lançant un appel pressant aux partenaires techniques, financiers et institutionnels à soutenir la mise en œuvre de ce projet stratégique. De cet atelier de lancement, l'engagement du gouvernement congolais en faveur de la transparence climatique ressortira renforcé. L'objectif est clair: doter la République démocratique du Congo de capacités autonomes pour suivre et piloter l'action climatique avec une vigueur éclatée. Le projet soutenu par l'Initiative pour la transparence et l'action climat, ICAT, a été présenté devant un parterre d'acteurs clés, représentants du gouvernement, société civile, experts, techniques et bailleurs internationaux. Ce système national de transparence s'inscrit dans une vision de long terme visant à doter la République démocratique du Congo des capacités durables, rigoureuses et autonomes pour piloter efficacement ses politiques climatiques et honorer ses engagements dans le cadre des accords multilatéraux. Et c'est à travers un briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, ont été soulignés l'engagement résolu par le gouvernement congolais en faveur d'une transition numérique concrète et ambitieuse. Reportage de Mario Ambongo sous les images de Faisons écho à la nécessité d'adopter une gouvernance modernisée et connectée. Louis Watum a rappelé que la transformation numérique n'était plus une option, mais une réalité déjà en marche. La plateforme iCazi, au cœur de cette vision, permet aux entrepreneurs, même situés dans les zones les plus isolées du pays, de bénéficier d'un accompagnement en ligne grâce à un assistant virtuel intelligent, opérationnel 24 heures sur 24. Ce dispositif interactif fournit des réponses instantanées aux préoccupations des utilisateurs, notamment en matière de création d'entreprise. Il oriente chaque porteur de projet selon le secteur d'activité visé, en lui indiquant les normes juridiques applicables et les démarches administratives à entreprendre. Autre innovation de taille, la dématérialisation du guichet unique de création d'entreprise. Dorénavant, les formalités d'enregistrement se font entièrement en ligne. Plus besoin de se rendre physiquement à Kinshasa, a résumé le ministre, précisant que le dépôt des dossiers peut s'effectuer électroniquement avec un traitement garanti sous 48 heures. Ce virage digital vise également la simplification des mécanismes fiscaux. En effet, le gouvernement ambitionne d'introduire une fiscalité et une parafiscalité numérique afin de permettre aux entrepreneurs de s'acquitter de leurs obligations sans contrainte logistique. Un système pensé pour réduire la corruption, lutter contre les pertes de recettes et renforcer la transparence. Sur le plan économique, le ministre a évoqué l'impact positif de la sous-traitance minière ayant généré quelques 2 milliards de dollars. Pour lui, il est impératif de mieux informer la population sur ces avancées, tout en soulignant que malgré les tensions dans l'Est du pays, la RDC demeure résolument tournée vers la construction d'un avenir fondé sur les parties en moyenne entreprises.
et la cérémonie de la signature de l'arrêté interministériel portant réduction à 50% de frais académiques et de logement en faveur des étudiants avec handicap dans tous les établissements DNSU et en œuvre de la loi organique numérique numéro 22/003 portant protection et promotion de droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Reportage de Marlo Ambongo. Depuis son arrivée à la tête du ministère des Personnes vivant avec handicap, la ministre Irène Esambo ne fait que la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celui de mettre au quotidien le vécu de la personne vivant avec handicap dans des conditions idéales et propices à son développement dans la société. C'est dans cette optique qu'une cérémonie de signature de l'arrêté interministériel portant réduction à 50% des frais académiques et des logements en faveur des étudiants avec handicap dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Et ce, dans le cadre de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en RDC. Une signature qui permet aux étudiants vivant avec handicap de mieux appréhender l'avenir concernant leurs études supérieures. La ministre Irène Esambo explique la portée historique de cette loi. Aujourd'hui, avec son Excellence Madame la ministre de l'ESU, on vient d'octroyer la réduction aux personnes avec handicap sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment un sujet de joie et je crois que tout le monde s'est réjoui dans la communauté des personnes avec handicap. Les deux ministres, à savoir des personnes vivant avec handicap et des LESU, expliquent la portée historique de cette loi. Je suis heureuse et fière de cette action et je pense que l'effectivité de cet arrêté se verra à la rentrée académique prochaine, mais nous y travaillons. Les principaux bénéficiaires ont salué ce geste louable et remercient les autorités pour cet acte posé. C'est vraiment une immense joie pour nous, étudiants. C'est vraiment une chose de très spéciale pour nous, personnes vivant avec handicap d'une manière générale. Je suis ravie et je tiens à remercier notre président de la République. Aujourd'hui, ils ont écrit une histoire qui restera de génération en génération. On aura des personnes avec handicap aujourd'hui valorisées. Et dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, marquées par l'insécurité, les débuts des épreuves de l'examen d'État ce lundi rêvent une signification particulière à Beni dans le nord Kivu, tout comme à Bukavu dans le sud Kivu. Les élèves finalistes ont répondu à l'appel du gouvernement central pour participer à ces épreuves malgré l'occupation de cette dernière ville par les rebelles du 1-23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Reportage de Laetitia Loufessou. Plus de 70 000 finalistes bravent l'insécurité pour affronter les épreuves de fin de cycle secondaire. Malgré un contexte sécuritaire tendu, les épreuves de la hors-session de l'examen d'État ont bien démarré le lundi 2 juin 2025 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. À Beni, siège temporaire du Nord Kivu, plus de 30 000 élèves, dont 15 108 filles, ont pris part à la dissertation dans 103 centres d'examen répartis dans 12 sous-divisions éducatives. Le lancement officiel a été effectué par le vice-gouverneur policier Louis Ségon Karawa en présence des autorités éducatives et des forces de sécurité. Il a salué l'engagement du gouvernement central qui a permis, malgré les défis logistiques et financiers, l'organisation de ces épreuves dans une province victime d'une guerre injuste imposée par le prédateur. J'exprime ma profonde gratitude au gouvernement de la République d'avoir remué ciel et terre et permis que ce qui au départ semblait impossible à réaliser devienne réalité après avoir héroïquement contourné tous les obstacles d'ordre logistique et financier liés à l'organisation du dit
répond aux 4 coins de la province du Nord Kivu. Même mobilisation au Sud Kivu, où 44 399 finalistes, 22 290 filles et 22 049 garçons ont été enregistrés dans cette province partiellement occupée par le rebelle de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda. Le centre d'examen ont ouvert leurs portes sous haute surveillance. L'inspecteur principal provincial Jean-Marie Moyessi a appelé les candidats à se méfier des arnaques et à rester concentrés sur leur objectif, réussir avec mérite. Il a rappelé que tous les frais d'examen ont été pris en charge par l'État congolais, réaffirmant ainsi son engagement pour l'unité nationale face aux velléités de balkanisation. À travers de matinées scientifiques organisées sur la portée symbolique du système LMD dans le programme de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, plusieurs éléments clairement définis offrent beaucoup d'avantages à ces nouveaux systèmes par rapport à l'ancien système. C'est un récit de Jacques Bossekota. Licence, master, doctorat, LMD, l'actuel système intégré dans l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo totalise en cette année académique 2024-2025 4 ans d'existence au Congo. Pour certains membres du corps scientifique, ces systèmes d'enseignement supérieur et universitaire divisés en 3 cycles précités pour une durée de 8 ans consistent à remplacer l'ancien système d'enseignement national longuement rendu opérationnel dont la majeure partie des matières dispensées étaient essentiellement consacrées à la théorie et moins à la pratique. C'est ainsi que la loi cadre de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo a été révisée au profit du système LMD depuis 2014. 7 ans plus tard, ce nouveau système a fait timidement son entrée triomphale dans les programmes de l'enseignement national, suscitant plusieurs débats controverses entre les professeurs d'université, mais aussi entre étudiants, futurs cadres de la société. À travers plusieurs matinées scientifiques organisées dans les établissements supérieurs et universitaires en République démocratique du Congo, plusieurs thématiques exploitées montrant l'importance du système LMD par rapport à ses objectifs, entre autres les rajeunissements du corps scientifique, réduire les taux d'échec en milieu universitaire en favorisant la réussite avec des connaissances approfondies chez les étudiants, promouvoir l'enseignement pragmatique et professionnalisant en donnant plus d'importance à la pratique qu'à la théorie. Uniformiser la science par le système LMD à travers le monde avec la promotion de la langue des communications qui est anglais pour les cas de la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela, offre beaucoup plus d'avantages aux étudiants congolais contrairement à l'ancien système. Pour plusieurs membres du corps scientifique en RDC, le système LMD s'adapte sans aucun doute aux réalités de la vie sociale. Autre chose à présent, le commandant adjoint de Task Force Kinshasa en charge des opérations et renseignements Dédé Tchala Kalambayi a présidé une parade mixte de la garnison de Maluku au terrain de l'état-major. Reportage de Joël Pombele rendu par Jacques Bossikota. Les militaires de la garnison de Maluku ont été sensibilisés sur le patriotisme et la loyauté. Le commandant de la 11e brigade spéciale d'intervention et commandant adjoint des tasks en charge des opérations et renseignements, le général des brigades Dédé Tchala Kalambayi, a présidé le lundi 2 juin 2025 une parade mixte de la garnison de Maluku au terrain de l'état-major de la brigade où se sont présentées toutes les unités de cette entité. Otondimaki tosalela ekolo, nous n'avons pas droit ya kosala nini ko perdre ata eteni moko, parce que biteni wana nde mikokoso nyonso
au bozomana commandant suprême Azo Bungelango. La restitution du message du commandant général aux militaires lors de la parade passée, les rappels de la mission des FARDC et la discipline au travail ont également fait l'objet de ces rassemblements. Nakosenga bino po tozo linga soda mapinga ya FARDC bazala discipliné parce que avec la discipline ndete ko réussir makambo nyonso. Est-ce que boyoki makambo na ebisi bino? Un message ponctué également sur la loyauté envers le commandant supérieur des FARDC et la police a constitué la principale matière de l'intervenant, mais également une collaboration fructueuse entre les militaires et la population civile. Kinshasa et Zobunga, telle est la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Et à cette occasion, le bourgmestre Fumé Massambo Mpoyi a effectué une visite d'assainissement au croisement rond-point Gambela, croisement Kassavubu. Il était accompagné de l'élu du peuple, Géry Dikala, subsidiairement de Nancy Mianda. Kinshasa et Zobunga, mot d'ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, depuis son annonce devenue le leitmotiv du bourgmestre Finesse Massambo Mpoyi, qui a effectué une visite d'assainissement au rond-point Gambela, le bourgmestre de la commune de Kassavubu. C'était dans sa circonscription. Il était accompagné avec toute une équipe. Ils ont commencé notamment au curage des caniveaux, de l'assainissement des zones sales, les réhabilitations au rond-point Gambela. Les engins sont là, comme nous montrent les images. Les caniveaux sont bouchés à cause des immondices, des bouteilles plastiques, les déchets et autres qui empêchent l'eau de s'écouler normalement. Ces travaux de réhabilitation font partie des projets du gouverneur de la ville-province sur la rénovation des grands artères dans le but de redorer l'image de la ville-province de Kinshasa afin de lui donner un nouveau visage. C'est dans cette optique que le bourgmestre de la commune de Kassavubu tient à exécuter de manière positive tous ses engagements et assainir sa commune. Ce journal est complètement fini et place au rappel des titres. La République démocratique du Congo élit à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvrira le 9 septembre 2025. La commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre l'ancien ministre des Finances, l'honorable Nicolas Kazadi, a été installée officiellement par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. Les commandants de la 11e brigade spéciale d'intervention et le commandant adjoint des task force de Kinshasa en charge des opérations et renseignements Dédé Kalambayi ont co-présidé une parade mixte de la garnison de Maluku. Ce journal porte la signature de Nancy Mianda comme chef d'édition et à la réalisation Freddy Tonkidi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.